Bonsoir à tous. J'étais content d'être là ce soir pour vous parler d'Angular 2, c'est un framework que j'affectionne particulièrement. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Thierry Tempier, donc je suis développeur et formateur full stack, JavaScript indépendant, puis vous pouvez me suivre sur Twitter. J'essaie de mettre un peu des choses sur ce que je fais, des publications autour essentiellement d'Angular 2. Donc pour me présenter un peu plus, j'ai contribué un peu sur le support HTTP d'Angular 2 via quelques pull requests. J'essaie d'entraîner pas mal aussi sur Stack Overflow. J'ai fait pas mal de réponses à des questions, à peu près, enfin 2000 à peu près. C'est quelque chose que j'aime bien aussi. J'aime bien Angular 2, peut-être vous en apercevoir. J'essaie aussi de contribuer des articles sur Medium et sur le blog de Reset, puis je suis aussi le co-auteur d'un livre sur Angular 2 qui va bientôt sortir, on est en train de boucler chez Pact. Donc je voulais aussi parler un peu de Hitch, c'est la société pour laquelle je travaille actuellement qui travaille sur les API, tout ce qui est communauté pour mettre en relation les fournisseurs d'API et ceux qui les consomment. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours très simple pour savoir les mises à jour, les changelogs, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui adresse ce genre de problématiques. Donc si c'est des problématiques qui vous intéressent, vous pouvez aller voir sur le site ce qui est proposé. Donc on va commencer la présentation par le sujet qui fâche un peu, c'est-à-dire Angular 1 et Angular 2, pour ceux qui ont un peu suivi l'histoire. Vous savez qu'il y a beaucoup de différences. Et donc pour les autres, je voulais un peu introduire Angular 2 de par cette transition entre la version 1 et la version 2. Donc tout d'abord, Angular 1, c'était quoi? Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont fait Angular 1 précédemment. Donc c'était les modules, les contrôleurs, le scope et les directives, enfin, en gros, pour schématiser. Et donc, par rapport à Angular 2, donc je vais laisser la parole à aux corps développeurs du framework, qui vont nous parler d'Angular 2, qui vont vous faire un peu peur. Donc Disco Evry, créateur, Martin Probst et Rob. Donc il y a quelques temps de ça, il y a quelques mois, quand Disco parlait de Angular 2, il disait qu'il n'y avait plus de template, il n'y avait plus de contrôleur, il n'y avait plus de modules. Alors ils ont été réintroduits en RC5. Il n'y a plus de phase de configuration, il n'y a plus de scope. Tous les événements, ça avait complètement changé. NGClick, ça n'existe plus non plus. Donc, en gros, tout ce qu'on savait sur Angular 1, ça n'allait pas être dans Angular 2. Si on regardait un peu ce que Martin Probst disait aussi, en gros, c'était une réécriture complète du framework, de zéro, et qu'en gros, tout changeait, et que, en gros, il ne fallait pas paniquer, ça allait bien se passer. Je laisse le mot de la fin à Rob qui disait que, en gros, mon Dieu, tout a changé, quoi. Donc, pour résumer, en gros, ça ressemblait un peu à ça. Et les réactions des développeurs ressemblaient un peu à ça. C'est-à-dire qu'en gros, l'étonnement, et puis, pour ceux qui avaient une appli Angular 1 en production, ils commençaient à se demander comment ça allait se passer. Alors, pourquoi il y avait eu tous ces changements, c'est qu'il faut remettre un peu tout ça dans le contexte. C'est que la première version d'Angular, elle est sortie fin 2010, donc il y a déjà 6 ans. Comme Nicolas et tous les membres du RenJS vous le dites, JavaScript évolue beaucoup avec ECMAScript 6. Il y a eu l'approche composant qui a été popularisée par différents frameworks. La programmation réactive aussi, qui est quelque chose qui monte aussi avec RxJS. Puis il y avait un sérieux concurrent qui était React.js qui mettait en avant, qui était beaucoup plus performant que Angular 1. Donc il fallait que Angular 1 arrive à améliorer ses performances et puis aussi améliorer la productivité en se basant sur toutes ces nouvelles évolutions. Donc au niveau de la productivité, c'était vraiment tirer parti des formes du langage qui arrivaient, donc ECMAScript 6. Alors je parle aussi d'ECMAScript 7, vous allez me dire, le 6 n'est déjà pas complètement supporté, il nous parle déjà du 7. Vous allez voir ce que ça signifie. Et aussi TypeScript, qui est un langage de Microsoft, qui va plaire aux développeurs Java, je sais qu'il y en a moins, puisqu'il y a une phase qui permet de vérifier les types, et ainsi de suite. Et aussi
Et de productivité, c'était aussi dans l'éditeur, avec tout ce qui était autocomplétion, et l'idée c'était de détecter les erreurs avant l'exécution des applications. Même s'il y avait des choses qui se faisaient avec l'intégration continue, on pouvait encore faire mieux au niveau du navigateur. C'était ça qu'ils avaient en tête. Au niveau des performances, Angular 1, c'est quand même assez lié au DOM. Donc les interactions avec le DOM sont très coûteuses. Donc il fallait minimiser ça, et c'est ce qu'a fait React.js avec son Virtual DOM. Donc Angular 2, ils ont essayé d'arriver sur des problèmes, d'améliorer ce genre de choses. Il y avait aussi des choses qui n'étaient pas très performantes au niveau d'Angular 1, c'était fait pour la détection des changements, c'était un modèle en graphe, en gros c'était un peu avec spaghetti, et c'était compliqué de dire on va avoir telle performance pour tel type de graphe de directive, ainsi de suite. Donc c'était un peu compliqué au niveau des performances, et on voyait bien qu'on arrivait aux limites de ce qu'on pouvait faire, et qu'il fallait, il fallait un changement assez radical au niveau du modèle sous-jacent. Donc tout ça a introduit ce genre de choses. Toutes les citations que j'ai faites, j'ai tiré de NG Show, je ne sais pas si vous connaissez, c'est chez Resnick, c'est quelqu'un qui fait du stand-up sur Angular 2. Donc je vais lui faire un petit clin d'œil. Si vous voulez voir cette présentation, c'est la seule personne qui offre un t-shirt sur la transclusion aux créateurs d'Angular. Donc c'est quand même, faut le faire. Donc les prochaines étapes de la présentation, donc tout d'abord c'est comprendre les bases. C'est-à-dire que quand on démarre une application Angular, il y a plein de choses nouvelles. Donc c'est intéressant de voir à quoi elles correspondent, elles sont apportées par quel langage, ainsi de suite. Et après on va aller plus en profondeur dans les différentes fonctionnalités de langage, qui sont bien sûr les composants, le composant central, mais aussi l'injection de dépendance, qui peut paraître simple, mais qui est peut-être pas si simple que ça. La programmation réactive, qui est pas évidente du tout au premier abord, qu'on n'en a pas fait. Le packaging, bien sûr, parce qu'il y a des choses, vous avez entendu parler, je crois que Nicolas t'en avait parlé il y a un mois, tout ce qui est AOT, ce genre de choses. Donc qu'est-ce que ça va nous apporter, et puis comment arriver d'une application où dans le fichier non-module on a 600 mégas de dépendance à quelque chose qui fait que quelques kilos dans le navigateur. C'est pas quelque chose de trivial a priori. Et puis on finira par du live coding. Donc je vous montrerai comment développer une application Angular 2 assez rapidement avec Angular CLI. Puis on utilisera la dernière version parce qu'il y a un support de l'AOT, ce genre de choses. Moi j'espère que vous êtes prêts à voir de quoi il retourne. Les concepts. Donc, quand on arrive sur une application Angular, donc on a un composant qui est le composant central de l'application. Alors j'ai essayé d'aller au-delà du Hello World classique, pour vous montrer un peu quelque chose, vous voyez, avec un composant qui liste par exemple des contacts en se basant sur un service, des choses qu'on avait dans Angular. Donc tout d'abord, pour identifier un peu tout ça, donc on a une grosse partie qui correspond aux métadonnées qui sont associées aux composants, qui vont permettre de définir comment l'appliquer, le contenu de son template, ainsi de suite, et une partie, une classe, qui va contenir en fait l'état du composant, ainsi que des méthodes que l'on peut appliquer. Donc sélecteur, template, propriété, méthode. Donc jusqu'à présent, ça va à peu près. Donc à quoi est-ce que tout ça va correspondre? Donc on voit qu'il y a des choses qui viennn d'ECMAScript 6. Donc tout d'abord le support des modules avec les imports, les forms. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont utilisé ECMAScript 6 pour l'instant. Quand même un peu. Ouais, donc on a pas mal de choses. Donc les backdits, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le chevron incliné qui permet de faire des chaînes de caractères sur plusieurs lignes, avec des variables qu'on peut utiliser à l'intérieur. Le support des classes. Alors il faut faire très attention à ce niveau-là, parce que c'est ce qu'ils appellent syntactic sugar. C'est vraiment derrière, on a toujours le prototype, ce genre de choses, quoi. Donc c'est des classes, mais à la mode JavaScript. Donc il y aura toujours le prototype derrière, le mot-clé vis qui va marcher de la même manière. On voit aussi des arrow functions. Donc ça, les arrow functions, justement, on parlait du mot-clé vis, donc ça permet d'utiliser le lexical vis, c'est-à-dire que le vis ici, il va correspondre au composant lui-même, et non pas au vis associé à la fonction correspondante. Donc
quand vous commencez en Angular, souvent vous avez tendance à ne pas utiliser ça puis mettre des fonctions, et vous dites moi je mets à jour une propriété sur mon composant, mais je ne comprends pas, c'est pas répercuté dans mon navigateur, parce qu'en fait vous n'êtes pas sur le bon vice, vous ne travaillez pas sur le composant. Donc c'est des choses qui sont assez pratiques pour mettre en œuvre un composant Angular 2. Donc il faut savoir aussi que on peut utiliser ECMAScript 5 pour faire des composants Angular. Je vais plutôt me focaliser sur ECMAScript 6 et TypeScript dans cette présentation. Et il faut savoir que c'est possible de faire. Donc ECMAScript 7. Donc vous voyez avec l'arrobase là, donc on a quelque chose qui permet de définir les métadonnées. Alors pour ceux qui ont fait du Java avec des annotations, c'est complètement différent, c'est vraiment pas ça. Désolé. Quand on fait du Java, quand on met des annotations comme ça, directement on définit en fait les métadonnées sur la classe, alors que là c'est pas pareil. En fait. Dans notre cas, le component, ça correspond à une fonction en fait, qui va déclencher un traitement sur la classe cible sur laquelle c'est appliqué. Donc ça ne va pas mettre en fait, par défaut les annotations, et ainsi de suite. Il faut une autre librairie qui va justement positionner ces choses-là. Donc ce qui est passé en paramètre de la fonction, c'est les métadonnées. Et de manière sous-jacente, Angular 2 va utiliser Reflex Metadata, qui est une librairie JavaScript, qui elle va positionner les métadonnées à ce niveau-là. Donc il faut faire attention à ce niveau-là. Donc maintenant les choses qui sont spécifiques à TypeScript, vous voyez on y va progressivement, on enrichit petit à petit les différentes fonctionnalités. Donc vous voyez que en fait il y a le typage qui apparaît, donc c'est un peu étonnant pour des applications JavaScript, je pense que vous n'êtes pas habitué à voir ce genre de choses. Donc on voit que nos propriétés, on peut avoir un type qui est observable ici, on peut avoir aussi dans les signatures des méthodes, des types. On peut avoir des interfaces. Alors, on ne le voit pas bien, mais contact, ça peut être une interface. Donc, interface en JavaScript, pareil. Un peu étonnant. On peut avoir de la généricité. Et on peut avoir aussi des décorateurs, mais cette fois au niveau des méthodes, parce qu'en fait, avec ECMAScript 7, c'est uniquement des décorateurs pour les classes et les propriétés. Ça peut pas être, enfin les méthodes aussi, mais ça ne peut pas être en paramètre de méthode. Donc, vous verrez qu'il y a des implications quand on fait de l'Angular 2 avec que de l'ECMAScript 6. Il y a des choses qu'il faudra un peu adapter pour, notamment au niveau de l'injection de dépendance, parce qu'on ne pourra pas utiliser ce genre de choses, et ainsi de suite. Donc, la programmation réactive, c'est juste une introduction. Après, on rentrera vraiment dans le détail de ces concepts. Donc, on l'aperçoit avec RIGS. On voit ici qu'on importe une classe observable. Et après, on a une propriété qui est observable. Et on voit aussi qu'on a quelque chose qui permet de gérer des choses asynchrones sur une liste. Donc on voit que ça va vraiment structurer la manière d'implémenter des applications avec Angular. Donc la détection de changement. Alors si vous avez fait l'Angular 1, c'est quelque chose qui doit un peu vous paraître un peu magique. Parce qu'en Angular 1, on a un service qui est $tailmount pour déclencher justement la détection des changements. Et en fait, c'est pas du tout magique en Angular 2, c'est qu'il y a une librairie qui est derrière qui permet de détecter ça, qu'on appelle Zone.js. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, vous en avez pas mal parlé. Ça permet en fait d'instrumenter le code JavaScript et de détecter quand il y a des traitements asynchrones qui passent, et ainsi de suite. Donc là, quand par exemple on va positionner une valeur sur contact, automatiquement Angular va détecter via Zone.js qu'il y a quelque chose qui a été modifié et il va lancer tout ce qui est le traitement de détection de changement. Donc tout ça pour dire que quand on fait l'Angular 2, en fait il y a pas mal de choses qui gravitent autour. Donc il y a les zones, je vous ai dit, pour déclencher la détection de changement, Reflex Metadata pour tout ce qui est métadonnées, en complément des décorateurs, RxJS pour la programmation réactive, et au niveau de l'écriture en elle-même du code de l'application, soit on peut avoir de l'ECMAScript 6 restreint, c'est-à-dire les classes, les modules, les functions, ce genre de choses. On peut étendre avec des décorateurs, donc ça, il y a Babel qui supporte déjà ce genre de choses, ou on peut faire du TypeScript, quelque chose encore plus large, et on voit qu'en fait, à chaque fois, on étend le scope de ce qu'on peut faire. Donc c'est vraiment des surcouches, des supersets au niveau des langages. Donc voilà,
faut être enthousiaste, hein. Il y a plein de nouvelles choses qui vont nous permettre d'avoir du code plus propre, plus structuré, mais en même temps, on se dit, ouais, ok, mais bah, ça va être compliqué, quoi. Passer d'une appli Angular 1 qui est écrite en ECMAScript 5 à une appli qui est écrite comme ça avec des décorateurs, ce genre de choses, c'est pas forcément trivial. Et une des questions qui vient tout de suite, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir exécuter ce genre de code dans un navigateur, parce que bah, déjà le support d'ECMAScript 6 n'est pas complet pour tous les navigateurs, donc quand on rajoute encore des surcouches, bah, ça ne va pas être trivial. On se demande même si c'est pas un peu magique, mais au final non. Donc il y a différentes problématiques qu'on va traiter par rapport à ça. Donc il y a ce qu'on appelle la transpilation de ce code, hein, c'est-à-dire on a du code qui a une certaine syntaxe, il faut le convertir en quelque chose qui va être exécutable dans un navigateur. Il y a aussi le support des modules qui doit être présent dans le navigateur pour pouvoir gérer tout ce qui est module, import, export, ce genre de choses. Et une autre chose, c'est qu'il va falloir lier ce composant à la page HTML qu'on va charger dans le navigateur. Comme on le faisait en Angular 1, mais il y a une différence, c'est-à-dire que ça va plus être un accrochage plutôt qu'un parsing, parsing de la page. Alors je ne sais pas si c'est clair pour vous, tout ce qui est transpilation, compilation, on peut se demander à quoi ça correspond vraiment, quoi. Pourquoi on parle dans ce cas-là de transpilation? Donc la compilation, je pense que vous connaissez tous, hein, si on fait du Java, c'est le bytecode qu'on exécute. Par contre, transpilation, en fait, moi je me suis posé la question quand j'ai commencé un peu tout ça. En fait, c'est quelque chose de particulier, c'est un cas particulier de la compilation, dans le cas où le langage source et le langage cible sont assez proches. C'est-à-dire qu'en gros, quand du TypeScript, on va le compiler, quelque chose d'exécutable, ça va être du JavaScript. Donc on est sur les mêmes paradigmes. Et donc dans ce cas-là, on peut parler de transpilation au lieu de compilation, mais les deux termes peuvent être utilisés de manière interchangeable. Oui, c'est clair. Donc transpilation, on a du TypeScript, du ECMAScript 6, on va passer en ECMAScript 5, et tout ça, ça va pouvoir être exécuté dans notre navigateur. Donc il y a plusieurs manières de faire. Donc il y aura toujours un fichier de configuration, le fameux tsconfig.json, que vous allez apprendre à connaître, forcément, parce que quel que soit le compilateur ou le transpiler, c'est dessus que c'est la configuration de ce transpiler. Donc il y a plusieurs approches, et c'est ça qui est un peu compliqué en Angular, c'est qu'en fait, on peut utiliser un peu ce qu'on veut, la manière dont on veut. Donc du coup, ça laisse un peu la liberté à avoir des erreurs, à faire des erreurs. Donc le premier, c'est le TSC, le TypeScript Compiler. C'est quelque chose qui est assez documenté sur le site d'Angular, angular.io. Avec une variante qui est le NGC, c'est-à-dire le compilateur Angular 2, qui va gérer d'autres choses, telles que l'AOT, on verra aussi. Et il y a une autre approche qui est avec Webpack, donc c'est celle qui est utilisée de manière sous-jacente par AngularCli, qui est assez performant, puisque en plus de compiler, il va faire un bundle, donc ça évitera de charger 50 000 fichiers au démarrage de l'appli en mode développement. Donc ça sera assez pratique. Donc au niveau du support des modules, donc on a System.js qui est documenté de manière plus sur le site d'Angular. Donc lui il va permettre de charger, c'est vraiment le module loader à l'exécution. Il y a aussi Webpack qui fait les deux, hein. Il fait module bundler, mais il fait aussi gestionnaire de modules. Donc il y en a d'autres aussi, hein, mais c'est les deux qui sont vraiment les plus utilisés actuellement pour Angular. Donc le dernier point, bootstrapper l'application. Donc comme je vous l'ai dit, une application en Angular, il faut pouvoir l'attacher à une page HTML pour pouvoir démarrer l'application quand on charge la page. Donc ce fonctionnement-là, c'est ce qu'on appelle bootstrapper. Et donc en fait, pour faire ça, il faut jusqu'à la RC5, on pouvait directement bootstrapper un composant, mais en RC5, ils ont rajouté le support des modules pour notamment éviter de configurer les directives sur tous les composants, ce qui était un peu fastidieux. Et donc maintenant, on est obligé, en fait, quand on crée une application Angular 2, d'avoir un module principal dans lequel on va référencer le composant principal en tant que composant à bootstrapper. Et à partir de ça, on va bootstrapper
ce module, et c'est ça en fait qui va permettre d'attacher notre composant principal dans la page HTML. Mais la page HTML, elle ne sera pas évaluée par le compilateur. Ça sera vraiment juste un accrochage, et la compilation sera après dans les composants eux-mêmes. Donc en résumé, notre composant, on le met dans un module, et il y a une phase de bootstrap qui va permettre d'accrocher ce module dans une page HTML principale. Et c'est cette page qu'on va charger au démarrage de l'application. Donc il y a des beaux schémas. Hein, moi j'aime bien avoir un peu de code quand même pour relier tout ça. Donc notre module, vous voyez il y a des décorateurs à chaque fois. Hein. C'est ça qui va permettre de définir les métadonnées de notre application. Donc là on va voir qu'on va déclarer notre composant principal dans l'attribut déclaration. Et on va le spécifier aussi dans l'attribut bootstrap. Et après, quand on va démarrer l'application, c'est ce fichier qui va être chargé, le fichier TypeScript, et on voit qu'en fait, d'une manière dynamique, il va bootstrapper le module dans l'application. Donc c'est ça qui va faire que l'application va démarrer dans le navigateur. Donc, avant d'aller plus loin, je voulais refaire décrire quelques petits concepts du TypeScript. Parce que TypeScript, c'est un langage, on a l'impression de connaître, c'est assez intuitif, mais il y a quand même quelques petits écueils à éviter. Donc quand on va sur le site de TypeScript, moi j'aime bien leur slogan, ça parle, je pense que ça parle aux développeurs JavaScript. Le JavaScript qui scale. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a des applications qui sont de plus en plus grosses, on va pouvoir en fait être plus à l'aise, on peut vérifier les types, ce genre de choses. Et ce qu'il faut voir, c'est que TypeScript, c'est vraiment un surensemble de JavaScript qui va être compilé dans du JavaScript. Alors on peut compiler en ECMAScript 6 ou 5 comme on veut, hein. Mais la plupart du temps, c'est en ECMAScript 5 puisque c'est quelque chose qui va marcher dans tous les navigateurs. Donc il y a vraiment deux parties dans TypeScript. Il y a vraiment la phase de design, c'est-à-dire quand on est dans notre éditeur, notre IDE, avec la vérification de type, on peut utiliser certaines abstractions telles que les interfaces, et après, on oublie certaines choses, puisqu'on passe en phase d'exécution, où là vraiment c'est du code JavaScript. Donc à ce niveau-là, il faut oublier les interfaces. Alors que si on vient de Java et qu'on veut faire la programmation par interface, on ne pourra pas utiliser les interfaces au runtime. C'est vraiment pour designer notre application. Et il y a vraiment, pour passer de l'une à l'autre, cette transpilation qui est importante. Donc il y a une phase en plus pour passer de l'une à l'autre. Donc au niveau du typage, comme je vous l'avais dit, hein, on peut les mettre au niveau des... C'est vraiment la grosse fonctionnalité de TypeScript, hein, le typage. C'est au niveau des propriétés, au niveau des signatures des méthodes. Et à chaque fois qu'on va, par exemple, faire un retour d'une méthode dans une variable, il va vérifier que ce qu'on a défini en retour de la méthode va correspondre au type qu'on a spécifié sur la variable. Donc si on ne met pas les bons types, qui ne sont pas cohérents les uns avec les autres, on va avoir des erreurs de compilation qui vont nous arrêter la phase de transpilation. Et donc on saura que de toute façon, il y a potentiellement des problèmes quand on exécutera notre code. Donc ça permettra en amont de l'exécution de détecter tout ça. Donc les spécificités, je vous l'ai dit, hein, avec ECMAScript 6, des interfaces, la généricité, on a aussi du transcoding pour caster des choses. Donc j'enfonce un peu le clou, hein, ça n'existe pas au runtime, donc c'est vraiment... je ne sais pas si vous avez déjà testé un peu Angular 2, mais des fois on met des interfaces, et même si on les met pas, de toute façon ça marche, la méthode va être appliquée. Parce que c'est quelque chose qui nous permet de vérifier que on a bien la bonne méthode, elle a bien la bonne signature, le bon nom, ainsi de suite. C'est plus vraiment pour vérifier que tout est cohérent par rapport à ce qu'on a dit. Donc le transtypage, alors ça c'est un peu, je trouve que c'est un peu vicieux, dans le sens où quand on fait le transtypage, on voit ici le fameux cast, en fait ce qu'on va récupérer, ça ne va pas être une instance du type. Ça veut dire que si par exemple on a des méthodes sur, là j'ai pris l'exemple avec getFirstName, là on fait un transtypage sur le retour, on ne va pas pouvoir utiliser la méthode getFirstName. Parce qu'en fait, quand on fait du transtypage, qu'est-ce qu'on fait? On veut dire qu'en fait, ce qui va être retourné, ça va adhérer à une structure, c'est-à-dire qu'en gros il y aura les champs ID, last name, first name, et nous
on suppose ça, et derrière, on va pouvoir les utiliser, et si ils ne sont pas utilisés correctement, on aura des erreurs de compilation, ainsi de suite. Mais par contre, ce n'est pas une instance de contact. Donc, si vraiment on veut faire ça, il faut instancier contact avec les valeurs qu'on récupère dans la réponse. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien être attentif. Alors, TypeScript, c'est à double tranchant. C'est-à-dire, on peut l'utiliser correctement. On peut l'utiliser au maximum de ses possibilités, ou on peut être dans un mode un peu paresseux, où on se dit, moi, je vais faire du TypeScript, mais en gros à la mode JavaScript. C'est-à-dire qu'en gros, je ne vais pas mettre de type ici, ou je vais mettre un type any. Donc ça veut dire qu'en fait, le type, moi, peu m'importe. Et donc du coup, on va passer à côté des phases de compilation, dans le sens où il n'y aura plus cette vérification des typages qui va se faire. Et ça, c'est quelque chose qui est possible de faire, parce qu'en TypeScript, on peut écrire des ECMAScript 5, des ECMAScript 6, on n'est pas obligé d'utiliser le typage. Donc, si on utilise du TypeScript, autant aller au fond des choses pour vraiment utiliser au maximum de ses fonctionnalités. Donc, de mon point de vue, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas utiliser le typage partout si on a mis en œuvre, si on a mis en œuvre tout le TypeScript, ce genre de choses. Alors les typings, ça c'est un peu le sujet pas qui fâche, mais qui est un peu déroutant au début. C'est-à-dire que quand vous allez installer une librairie, souvent quand vous faites une application, il n'y a pas juste Angular 2, il y a d'autres librairies que vous allez installer. Donc vous faites un npm install avec votre librairie, très bien. Donc vous faites un import et ça ne compile pas. Pourtant, vous avez bien fait le npm install. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on a besoin d'une définition des librairies. Donc c'est un peu ce qu'on a dans les header files, les .h, pour ceux qui ont fait du C ou C++, qui est nécessaire pour qu'en gros, valider qu'on adhère bien aux signatures des méthodes et puis à tout ce qui est proposé par les librairies. Parce qu'en fait, les librairies, on peut utiliser des librairies JavaScript dans du TypeScript. Et par contre, pour vérifier qu'on utilise bien les bonnes méthodes, les classes, ainsi de suite, il faut avoir une définition de ce qui est mis à disposition. Et souvent, ça se traduit par des fichiers .d.ts. Vous avez peut-être vu dans le code source d'Angular ou d'autres librairies. Et si on n'a pas ces déclarations, on ne va pas pouvoir compiler. Et donc, du coup, le compilateur TypeScript va dire qu'il ne peut pas valider le code, puisqu'il ne trouve pas les types, il ne trouve pas la librairie, ainsi de suite. Donc, quand on installe une librairie qui n'a pas les fichiers .d.ts dans son code source, il faut installer quelque chose en plus. Alors avant, il y avait un exécutable typings où on faisait un typing install de la librairie, ainsi de suite. Et maintenant, ça a changé, ils ont utilisé les espaces de nommage de NPM. C'est-à-dire que maintenant, quand on veut par exemple utiliser D3 dans une application Angular 2, on fait npm install D3 et on installe aussi sa définition avec @typed /D3. Et là, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir compiler notre code D3 dans notre application Angular 2. Donc il y a vraiment les deux phases. Les typings, c'est plus à la compilation, alors que le code source, le code JavaScript, c'est plus pour l'exécution au runtime. Donc au début, c'est un peu déroutant cette approche-là. Ce qu'on veut utiliser, les décorateurs, vers quel target on veut, vers quelle cible on veut compiler, les source maps, je ne sais pas si vous êtes familier de ça, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir débugger du TypeScript dans un navigateur comme du JavaScript classique. Et le source map va faire en fait la correspondance entre le fichier, le code TypeScript et le code JavaScript qui a été transpilé. Donc quand on est en développement, on met un trou, et puis quand on passe en prod, à moins que vous vouliez débugger en prod, on met à fausse. Donc voilà pour cette introduction à Angular 2. Donc je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça ou si je peux les revoir. Sinon je vais rentrer plus dans le détail de la programmation orientée composant qui est proposée par Angular 2. Donc ouais, les directives, c'est un peu les seuls survivants d'Angular 1. C'est bon à noter. Et tout va tourner autour de ça. Donc, dans Angular 2, en fait, on a le concept de directive, mais le concept de directive est décliné en 3 sous-types. Donc on a les composants. Donc en gros, c'est une directive avec un sélecteur et puis un template HTML avec du code HTML. On a les directives d'attributs, comme genre ngClass, qui vont permettre en fait d'être appliquées sur un composant existant et qui vont pouvoir l'améliorer, le modifier, ainsi de suite. Et les directives structurelles,
celles qui sont avec une étoile devant. Donc c'est plus les ngIf, les ngFor, c'est-à-dire qu'ils vont modifier en fait la structure du template en fonction de conditions, de fonctions, ainsi de suite. Donc en gros, une application Angular 2, hein, ça va être un arbre de composants. Et ce qui est pas trivial au début, c'est comment on va composer tous ces composants-là, comment on va les faire interagir les uns avec les autres, comment on va pouvoir leur passer des informations, comment on va pouvoir remonter des événements. Donc c'est vraiment une autre approche qu'Angular. Donc la structure d'un composant, donc on a le template, c'est-à-dire notre code HTML, après on a un état, qui correspondent à nos propriétés de classe, on a des traitements qui vont correspondre aux méthodes, et on a ce qui va nous permettre en fait, d'interagir avec les autres composants. C'est-à-dire ce qui va pouvoir être en entrée, donc ça peut être des valeurs ou des références, des inputs, et qu'est-ce que le composant va pouvoir trigger, déclencher vers l'extérieur, c'est-à-dire des événements, genre de choses. Et ça c'est pour tous les composants, c'est pas forcément pour tous les événements natifs. On peut l'avoir pour le clic, mais on pourra définir nos propres événements qui pourront être attrapés à l'extérieur du composant. Alors j'ai fait une ligne un petit peu surchargée ici, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'encapsulation qui est assez forte pour les composants, notamment au niveau du DOM et des CSS. Donc cette encapsulation, on appelle ça le shadow DOM. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez fait des composants autres qu'avec Angular 2, du polymère, des choses comme ça, c'est des choses qu'on a aussi. Dans le navigateur, on l'a aussi. Hein. Quand par exemple on a un input ou un select, l'HTML interne, c'est du shadow DOM, c'est là qu'on ne le voit pas depuis l'extérieur. Et donc Angular va implémenter ce genre de choses à différents niveaux. Il va nous permettre en fait de configurer cette opacité. Est-ce qu'on veut que ça soit complètement indépendant en utilisant le support native du navigateur, qui n'est pas toujours complètement supporté? Est-ce qu'on veut quelque chose qui soit émulé, c'est-à-dire en gros avec des attributs sur nos éléments HTML, ou est-ce qu'on veut que ça soit complètement ouvert? Donc Angular va nous permettre de faire ce genre de choses. Mais par défaut, si vous mettez des styles CSS en dehors du composant, ils ne seront pas appliqués dans le composant lui-même. Donc c'est quelque chose qui peut être un peu déroutant au début. Donc au niveau de la syntaxe des templates, je ne voulais pas faire une liste un peu réverbative. Donc j'ai préféré prendre un exemple de code en vous décrivant un peu les différents éléments. Donc vous voyez qu'en fait on peut appliquer des directives et à chaque fois qu'on va vouloir passer une valeur dans une propriété d'attribut, si on veut évaluer cette expression là, on va mettre des accolades. Ça va nous permettre de dire voilà, cette directive va évaluer cet objet là pour l'utiliser de manière interne. Après on a tout ce qui est événement avec les parenthèses, donc ça va pouvoir être des événements natifs, donc fini le ngClick, ce genre de choses, on pourra ici mettre click et directement réagir à un événement type click, un événement DOM depuis le template. Et ça peut être aussi des événements qui sont spécifiques à un composant, hein. Par exemple là dans mon composant compagnie, c'est l'événement sélectif que j'ai défini par moi, que je vais pouvoir remonter quand je le souhaite. Donc après il y a quelque chose d'assez pratique, je ne sais pas si vous connaissez, l'interpolation toujours avec les accolades doubles. L'opérateur @list, en Angular 1 en fait, quand vous aviez ça, sans le point d'interrogation, et que title était undefined ou nul, ça affichait rien mais ça ne plantait pas. Alors qu'en Angular 2, vous allez avoir une belle erreur, si vous le trouverez tout à l'heure quand on fera du code. Et donc cet opérateur, c'est quelque chose qui est aussi utilisé dans Groovy, dans d'autres langages, il va permettre de dire si ça c'est nul, je vais renvoyer rien. Par contre, dès que c'est plus nul, je vais évaluer la propriété message directement. Donc et ça c'est assez pratique parce que des fois, quand on fait la synchrone, et Dieu sait si on en fait dans les applications JavaScript, title il n'est peut-être pas disponible au démarrage de l'application, mais il va arriver un petit peu après. Donc forcément, ça évitera d'avoir des erreurs au démarrage. Donc on peut faire aussi du two-way binding comme on faisait en Angular 1. Et donc là, le two-way binding, en fait, c'est un mix des deux. C'est-à-dire que c'est quelque chose en entrée et puis un événement qui est remonté. Donc il y a une possibilité d'avoir une syntaxe plus réduite, regroupée pour faire ce genre de choses. Là, ça veut dire que si on passe à l'input
l'expression filter, et quand filter est mis à jour, la propriété elle est mise à jour aussi. Donc ça va dans les deux sens. Donc on retrouve aussi nos directives structurelles, avec l'étoile ici, qui permet de dire, voilà, si cette propriété est vraie, on va afficher ce qu'il y a en dessous. Si elle n'est pas vraie, ce bloc-là sera enlevé. Pareil pour le ng-for, qui va permettre d'itérer. Ici, on a 3 éléments dans companies. Il va mettre 3 blocs de compagnie qui correspondront aux sous-composants. Vous voyez, déjà là, on arrive à faire des choses assez évoluées avec une syntaxe qui est assez simple. Et il y a beaucoup moins de directives qu'on avait en Angular 1, puisque en fait, la syntaxe, maintenant, ils ont leur propre compilateur, Angular 2. Donc, ils peuvent faire des choses plus évoluées au niveau des templates directement. Oui, j'ai oublié le pipe, ce qu'on appelait filter avant. Un filter, c'était tout sauf un filter en Angular 1. Donc ils ont renommé judicieusement à pipe. On verra qu'on peut utiliser des choses pour filtrer ou pour adapter sur de la synchrone ou genre de choses. Donc c'est quelque chose qui sera assez pratique quand on implémentera des applications. Donc le cycle de vie, comme tout composant qui se respecte, il y a un cycle de vie. React, c'est pareil. Comme Angular, c'est pareil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va pouvoir avoir accès à différents moments dans la vie du composant, parce qu'en fait, il y a des choses qui seront disponibles qu'à certains moments du cycle de vie. C'est-à-dire, quand on crée le constructeur, les inputs ne seront pas disponibles à ce moment-là. Ils seront uniquement disponibles quand il y a le premier ng-change qui est passé. Donc si on le met dans edge on init, on pourra avoir accès à l'élément. Pareil, si on essaie de référencer un élément DOM depuis dans une propriété par rapport au template, il sera disponible que dans ng-after-view-init. Il ne sera pas disponible avant. Donc c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir se baser pour avoir accès aux informations au bon moment du cycle de vie du composant. Donc la détection des changements, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, mais c'est quelque chose qui a énormément changé en interne. Les gros changements, c'est Zone.js qui va déclencher le traitement. Ça va être un modèle en arbre, et chaque élément de l'arbre va avoir son propre détecteur de changement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir contrôler si la détection se fait sur, donc elle partir toujours du haut, et est-ce qu'on va faire tout l'arbre ou seulement une partie? Est-ce qu'on peut considérer que par exemple le header, on va dire qu'il ne va pas changer? Donc on va dire ça c'est immutable, et du coup on va uniquement, on va dire à Angular 2, c'est pas la peine de prendre tout l'arbre, parce que de toute façon ça ne va pas changer. Donc du coup on va dire, il va évaluer uniquement les branches qui sont potentiellement susceptibles de changer. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, et on va pouvoir dire aussi, voilà, mais dans ce cas-là, on sait qu'il y a une modification qui a été apportée, on va le marquer comme étant à réévaluer pour détecter potentiellement des changements. Donc c'est vraiment très configurable, on a accès aux différentes stratégies, on a accès aussi au chain detector qu'on peut injecter par dépendance, et on peut vraiment configurer les choses, et ça peut avoir de gros impacts sur les performances. Donc c'est pas quelque chose à négliger à ce niveau-là. Donc un autre point important que je parlais un peu, c'est la communication entre composants. Et c'est pas quelque chose qui est trivial non plus, puisqu'en fait ça dépend des relations entre les composants. Si par exemple on a un composant qui a un enfant, il pourra lui remonter un événement, donc ils pourront communiquer entre eux. Ils pourront aussi passer des inputs, ce genre de choses. S'ils sont au même niveau, ça va déjà être plus compliqué, parce que l'événement il ne pourra pas être remonté. Si l'événement est remonté, il remontera ici, mais il ne sera pas attrapé ici. Donc on peut éventuellement injecter des instances de composants de l'un dans l'autre pour appeler des méthodes, mais si on est dans un autre cas où ils n'ont aucune relation, je prends par exemple le composant header et le composant list, en fait il va falloir utiliser quelque chose qui est partagé entre les deux pour pouvoir émettre un événement et le consommer de l'autre côté. Donc il y a vraiment des techniques pour justement travailler avec les composants, pour les organiser, savoir comment ils vont interagir les uns avec les autres. Donc il y a des techniques qui sont intéressantes, qui sont notamment basées sur l'injection de dépendance, pour partager une même instance d'un service entre deux composants et pouvoir échanger des messages ou des choses comme ça, des liens synchrones, ainsi de suite. Donc, content de projection. Alors, je ne savais pas trop comment le traduire en français, honnêtement. Projection de contenu, je ne sais pas si ça parle mieux, pas forcément.
Donc en gros, c'est le successeur de la transclusion Angular 1, qui déjà n'était pas très explicite. Ouais. Donc en gros, c'est quand on crée un composant, on veut lui passer un contenu en paramètres, c'est-à-dire un contenu structuré, HTML, ainsi de suite. Et après, on veut pouvoir utiliser ce qu'on a passé à ce composant-là dans le template du composant appelé. Donc il y a une balise spécifique qui est ngContent pour faire ce genre de choses. Mais il y a des restrictions, c'est-à-dire que c'est statique, on ne peut pas l'utiliser plusieurs fois dans les itérations. Enfin, donc on sent que c'est quelque chose qui va nous aider. On peut paramétrer des composants de manière un peu plus poussée, mais il y aura d'autres techniques utilisées comme les embedded views. Enfin, c'est des choses un peu avancées qu'on n'écrira pas là, mais il y a des choses qui peuvent être faites. Donc concrètement avec du code, hein, c'est notre élément compagnie ici. Ben, okay, on peut avoir des inputs, on peut avoir des éléments qui remontent, mais nous on veut passer par exemple du bout de code HTML pour le paramétrer, le template de l'autre composant. Et concrètement, on pourra utiliser ce qu'on a passé en paramètres dans un div, et en gros le résultat, ça sera qu'en gros, enfin notre template, ça sera le div plus div SomeContent qui sera directement dedans. Alors un des gros points négatifs, c'est que si par exemple ici on fait de l'interpolation avec de l'accolade, on sera dans le contexte de ce composant-là. C'est-à-dire on utilisera des attributs qu'on a ici, et non pas des attributs qu'on a de l'autre côté. Donc, vous voyez, on est un peu à la limite. On sent qu'on peut faire des choses, mais c'est pas complètement... on ne pourra pas aller complètement au bout de ce qu'on veut. Donc, un autre point important, c'est comment on va référencer les éléments du template, hein, puisque si on veut interagir entre composants, il faut pouvoir les récupérer pour éventuellement attacher des événements dessus, ainsi de suite. Donc on a des décorateurs assez intéressants, comme le viewChild et le viewChildren, qui vont permettre de référencer des éléments dans le template du composant courant, qui seront attachés à des propriétés du composant, ou avec la Content Projection, on peut référencer des éléments à ce niveau-là avec ContentChild et ContentChildren. C'est des choses qui sont similaires. Donc un exemple de tout ça, par exemple si je veux référencer ma balise H1 ici pour, je sais pas, lui appliquer un style ou enregistrer un événement, ainsi de suite. Donc il faudra simplement mettre un décorateur avec un ID ici, et l'ID il sera défini à ce niveau-là avec le dièse. Donc le dièse en Angular 2, ça permet de définir une variable locale. C'est un peu l'équivalent de l'ID en HTML. Et à partir de ça, on va pouvoir récupérer une instance. Alors en Angular 2, ce sera élément tref pour un élément DOM de base. Et si c'est une directive, le type, ce sera la classe de la directive ou du composant directement. Et ces attributs de classe, en fait, ils seront positionnés uniquement quand ngFT du init aura été positionné. Ça se comprend, hein, puisque c'est quand le template aura été initialisé. Donc vous voyez, il faut faire attention au cycle de vie, comment on référence les éléments, et ainsi de suite. Donc pour aller un peu plus loin à ce niveau-là, donc il y a une balise template qui existe, hein, qui va nous permettre de créer les embedded views. C'est quelque chose qui est utilisé de manière sous-jacente par les directives structurelles. Puis aussi, on peut créer des composants dynamiques. Hein. On n'est pas obligé de mettre la balise dans le template pour pouvoir insérer un composant. On peut dire, voilà, moi je veux créer un composant de telle classe, et je l'insère à tel endroit dans mon template. Ça, c'est des choses qui sont possibles avec Angular. Donc on peut avoir des choses vraiment assez dynamiques par rapport à ça. Donc ouais, on a vu pas mal de choses. Donc l'injection de dépendance. Donc je pense que tout le monde a un peu entendu parler de ça. Hein. Angular 1, il y a l'injection de dépendance. Donc en gros, c'est comment on... c'est pas le composant ou la classe qui va aller chercher ses dépendances, mais c'est le framework qui va les fournir de manière assez transparente. En gros, pour faire simple, au moins on comprend. Donc en Angular 2, parce qu'il y a plusieurs types d'injection de dépendance, c'est basé sur le constructeur. Donc soit par type avec une classe, soit avec un token. Les providers, c'est eux qui sont responsables de la création des dépendances. Et ce qui est vraiment important à ce niveau-là, c'est que
il y a un singleton par provider. C'est-à-dire que l'instance peut être partagée, mais pour un seul provider. Alors, c'est sûr que ça paraît simple comme ça, mais c'est pas si simple que ça. Dans le sens où est-ce qu'on va définir nos providers? Parce que je vous l'ai montré dans le code qu'on a vu au tout début. On attribue provider sur le module, mais il y en a aussi sur les composants. Donc, est-ce qu'il faut le mettre aux deux, un des deux? Enfin, voilà, c'est pas ça. Comment sont gérés les singletons? À quel niveau est le provider? Donc, on parle aussi d'injecteurs hiérarchiques. Alors, à quoi ça correspond? Et comment on veut faire pour injecter un service dans un service? Parce que sur un service, on ne peut pas définir de provider. Donc, voilà, il y a pas mal de questions quand on gratte un peu qui sont pas si évidentes. Donc, imaginons que je veux partager une instance à ce qu'on a voulu faire tout à l'heure pour faire communiquer deux composants. Donc on veut par exemple un composant principal qui a deux sous-composants. On veut que ces deux composants utilisent la même instance du service pour communiquer. Donc qu'est-ce qui va se passer derrière? Donc qui peut le plus, voilà, vous connaissez l'expression. Donc en gros je mets les providers partout. Au niveau de mon module, au niveau de mes deux composants. Voilà. Et comme ça devrait marcher. Et en fait, ça ne marche pas du tout. On se rend compte qu'on ne partage pas la même instance, et quand on écrit sur l'instance du service dans un attribut, l'autre composant ne va pas du tout voir cette valeur. Donc pour comprendre ce qui se passe, en fait, il faut aller au niveau des injecteurs hiérarchiques, parce qu'en fait, ils sont liés à l'arborescence des composants. C'est-à-dire que pour le module, on a un injecteur qui a un injecteur enfant pour le composant et deux injecteurs enfants, ainsi de suite. Donc si on définit le provider sur le module et aussi sur les composants, qu'est-ce qui va se passer? Quand le composant Angular va essayer d'injecter le shared service dans le composant 1, il va regarder le provider correspondant, j'en trouve un ici. J'instancie le service et je le passe. Quand en fait, pour composant 2, il va faire la même chose, donc en fait on aura deux instances qui seront stockées au niveau du provider dans les composants. Donc du coup on ne partage pas l'instance. Si on veut partager l'instance, il faut en fait qu'on arrive au provider qui est à un niveau beaucoup plus haut. Donc ça pareil, ça marche pas. Donc si on enlève en fait les providers au niveau des composants, qu'est-ce que va faire Angular 2? Il va rechercher un provider pour cette classe-là, il ne le trouve pas ici, il regarde dans l'injecteur parent, il le trouve, il injecte, et il sauvegarde l'instance pour ce provider-là. Pareil pour le composant 2, il ne le trouve pas à ce niveau-là, il remonte, et il en trouve un qui existe déjà, qui a déjà été instancié, donc du coup c'est cette instance-là qu'il va utiliser et qui va injecter. Donc à ce niveau-là, on aura la même instance au niveau des deux composants, et là du coup on va pouvoir partager l'instance. Là ça va marcher. Donc vous voyez, de manière sous le capot, il faut comprendre un peu comment toute cette injection fonctionne. Donc les services dans les services, en fait il y a forcément pour faire une injection de dépendance, il faut un décorateur sur la classe. Donc il y en a un pour les services qui est injectable. Donc il est lié en fait à l'injecteur du composant qui va appeler le service. Donc, si on prend un exemple avec un beau schéma, si par exemple on veut injecter service 2 dans service 1, service 1 il va dire quel est le composant qui m'appelle. Il va voir componente, il a un injecteur, je cherche le provider dedans, je ne trouve pas à ce niveau-là, donc je regarde au-dessus, je ne trouve pas au-dessus non plus, et il est configuré à un niveau du module, donc il va l'injecter. Il va le créer, le stocker et l'injecter. Donc il n'y a pas besoin de configurer en fait de provider pour les services. Par contre, il faut qu'un provider soit défini dans l'arborescence des injecteurs. Donc c'est quelque chose d'un peu... c'est pas si évident. Ouais, donc la vérité sur injectable, le nom est un peu trompeur. Injectable, on a tendance à penser que ça sert à injecter dans quelque chose, mais en fait c'est pas ça. Quand on met le décorateur, c'est-à-dire qu'on peut injecter dans l'élément lui-même. Et donc, une classe qui correspond à un service n'est pas obligée d'avoir ce décorateur, à moins qu'elle ait besoin d'injecter quelque chose au sein de ses attributs. Donc c'est ça la vérité. Et donc, pour vous faire gagner un peu de temps, si vous êtes un fan de E6 et que vous ne voulez pas entendre parler de TypeScript, comment est-ce que je vais faire l'injection, puisqu'elle est basée sur les types, et que en E6 on ne peut pas avoir de type au niveau des paramètres de méthode. Donc en fait il va falloir définir un getter statique sur parameters. Alors
Ne me demandez pas pourquoi il y a un double tableau ici, hein, j'ai jamais compris. Et on va mettre le type à ce niveau-là, et en fait Angular, quand il va regarder dans les métadonnées du composant, bah, il ne va pas trouver. Hein. Et après, il va regarder ce champ-là pour savoir s'il y a quelque chose qu'il faut injecter ou pas. Et en ES6, bah, c'est à ce niveau-là qu'on le configurera, et l'injection se fera de manière similaire à TypeScript. Donc voilà pour l'injection de dépendance. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses dans Angular hein, pour arriver à fonctionner. Alors quand ça se passe bien, quand on suit les tutos, c'est bien. Dès qu'on s'en éloigne un peu et puis qu'on arrive dans des cas un peu où ça marche pas, il faut quand même comprendre un peu tout ce qui se passe derrière. C'est un peu le lot des frameworks. C'est vraiment un mécanisme différent d'Angular. Donc la programmation réactive. Alors, pour vous expliquer ça, j'ai été voir sur Wikipédia. Alors j'ai lu le truc et je me suis dit... Enfin, je comprends que j'ai pas compris. Et je comprends que vous comprenez pas. Donc, en gros, il y a des flux qui vont permettre en fait de faire interagir différentes parties de votre application entre elles de manière asynchrone, et ça va permettre de refléter en fait automatiquement des changements, ce genre de choses. Donc voilà, c'est très abstrait. Hein. On voit en gros à quoi ça sert. Donc en gros, voilà, c'est simple. C'est assez compliqué de voir concrètement comment ça va marcher dans Angular 2, et pourtant c'est des choses importantes puisqu'il y a des fonctionnalités qui ne sont plus dans Angular puisqu'elles peuvent être gérées par la programmation réactive. Donc, je vais prendre des exemples concrets pour vous montrer. Donc Angular 2 il utilise la programmation réactive, on l'a vu un petit peu avec les observables qui sont des choses de RxJS. Donc c'est des problématiques asynchrones et événementielles, très bien. Donc on se dit, l'asynchrone, dans Angular 1, ça utilisait pas mal les promesses, essentiellement même. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de quelque chose de plus pour adresser ce genre de problématique est-ce que ça va vraiment au-delà des promesses? Donc, quand on commence Angular 2 et qu'on veut faire de l'HTTP, on se dit, comment est-ce que je peux faire pour exécuter une requête HTTP avec les promesses? On ne veut pas faire programmation réactive, parce que c'est un peu compliqué d'apprendre des trucs. Donc en gros, moi quand j'ai commencé à essayer de voir un peu comment ça marchait, donc, la première chose, j'ai essayé de mapper des données. C'est-à-dire, en gros, je fais un get sur l'HTTP, je récupère une réponse, je la formate en JSON, et c'est ce JSON que je récupère à la fin pour utiliser dans mon template. Donc ça, super, ça marche. Donc après, on veut faire des choses un peu plus avancées, c'est-à-dire qu'on veut mixer des choses comme on le faisait pour les promesses, c'est-à-dire qu'on chaîne en fait différents traitements asynchrones. Donc on fait une première requête, on récupère le résultat. À partir du résultat, on va faire une deuxième requête et on veut récupérer le résultat de la deuxième requête à la fin de la chaîne ou un mix des deux. Et ça, si on fait comme ça que l'opérateur map, du coup, ça ne marche pas. Donc très bien, donc ça doit fonctionner un peu différemment. C'est événementiel, on a dit qu'on pouvait faire communiquer différentes parties de l'application. Donc moi je me suis dit, j'aimerais bien souscrire deux fois en fait sur mon observable pour dire telle partie va utiliser la donnée pour faire tel traitement, telle autre partie va utiliser aussi la donnée pour faire autre chose. Donc ça ne marche pas, du coup dans ce cas-là, la requête elle est exécutée deux fois. Donc, on se demande pourquoi. Et le dernier, exécuter une requête delete. Alors, si on fait ça avec des promesses, ça marche. Et avec la programmation réactive, ça marche pas, la requête n'est pas exécutée. Donc franchement, voilà, c'est pas forcément convaincu du truc. Et donc en fait, il y a des présentations qui sont vraiment très très bien par rapport à ça. Donc je les ai mis parce que c'est des choses qui sont vraiment utiles et qui vraiment vous décrivent comment utiliser ça dans des applications Angular ou même des concepts généraux mais avec des exemples, des schémas, ce genre de choses. Et donc concrètement, les concepts, donc le concept de base c'est l'observable, c'est une abstraction. Donc c'est une initialisation paresseuse. C'est-à-dire qu'en fait, que si on fait pas de souscription, c'est-à-dire un listener pour récupérer quelque chose, en fait, l'observable ne va pas être activé. Donc si par exemple, dans le cas de ma méthode delete, si je ne fais pas un subscribe derrière, la méthode ne va pas être exécutée, même si j'attends pas forcément de résultat. Je ne vais pas traiter le résultat. Donc il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est l'annulation. L'annulation, ça veut dire qu'on peut annuler un observable, une promesse, on ne peut pas l'annuler. On l'a exécuté, c'est en cours, voilà, on attend que ça arrive, et puis très bien, même si on n'en a plus forcément besoin. Donc c'est orienté événement, contrairement aux promesses. Promesses, on reçoit quelque chose, et puis après on ne peut plus réutiliser
la promesse, alors que les observables, bah, une fois qu'on a reçu un événement, c'est toujours actif, on peut en récupérer d'autres par la suite. Et un des autres points clés, c'est les opérateurs de manipulation des flux asynchrones. Alors, ça me paraît peut-être un peu abstrait, mais l'idée c'est qu'en fait on peut connecter les flux entre eux pour avoir une chaîne de traitement asynchrone qui sont exécutés. Et en fin de chaîne, on peut souscrire pour avoir le résultat final. Et donc en résumé, tout est un stream, c'est-à-dire qu'en gros tout est une chaîne de traitement qui peut être asynchrone et qu'on peut complètement construire avec les opérateurs, ainsi de suite. Donc c'est encore un peu abstrait, je le concède. Donc maintenant on va rentrer dans les choses un peu plus concrètes, parce que je pense que la programmation réactive dans Angular 2, si on n'a pas des exemples concrets, c'est compliqué de comprendre vraiment ce qui se passe. Donc composer les flux entre eux, donc vous avez vu avec map, l'opérateur map, c'est-à-dire qu'en gros je reçois un événement et je veux le convertir en quelque chose d'autre en basant sur des traitements synchrones, c'est-à-dire transformer en JSON, ainsi de suite. Donc là l'événement en gros il suit la même ligne de temps. Donc on peut avoir des choses pour connecter d'autres streams. Donc, par exemple, une première requête qui retourne de manière asynchrone, et à partir de cette requête-là, on va exécuter une autre requête qui va retourner plus tard dans le temps. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser l'opérateur map, il faut utiliser un autre opérateur qui est fait pour ça, qui s'appelle flatmap. Donc il faut vraiment utiliser l'opérateur correspondant à la tâche qu'on veut réaliser. Et en fonction de ce qu'on veut faire, c'est pas les mêmes. Donc ce qui est compliqué dans la programmation active, c'est de connaître tous les opérateurs, les principaux, parce qu'il y en a un paquet, et savoir dans quel contexte les utiliser. Donc il y a un autre concept, alors, en anglais c'est hot and cold, chaud et froid, ça fait un peu moins. C'est-à-dire qu'en fait, les observables simples, ils ne peuvent pas être partagés par défaut. C'est ce qui s'est passé avec mes requêtes, là, quand j'ai fait les deux souscriptions, en fait il a réexécuté tout l'observable, puisqu'en fait il ne peut pas être partagé. Par contre, on peut les changer et les passer en show, c'est-à-dire show, ils sont partagés. Et dans ce cas-là, en fait, on va pouvoir souscrire plusieurs fois sur le même observable, et chaque fois, on récupérera des données. Donc là, si j'avais fait un point share sur mon observable sur lequel je voulais souscrire plusieurs fois, ça aurait fonctionné, il y aurait eu une seule requête qui aurait été exécutée. Donc, pour vous montrer un peu l'utilité de tout ça, j'ai pris des exemples concrets sur le support HTTP. Et vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui est très puissant et qui va vraiment nous aider à structurer nos applications et faire des choses qui étaient vraiment compliquées à faire avec seulement les promesses. Donc imaginons qu'on a un champ input dans un formulaire HTML avec un utilisateur qui tape des caractères dedans. Par exemple, imaginons qu'on veut faire de l'autocomplétion. Donc il y a un premier événement qui arrive, je sais pas, par exemple, on veut taper Red.js, on tape un R. Ok. Donc on a la requête qui est exécutée avec cet élément-là. On a le deuxième événement. Donc l'événement, la lettre qui est tapée, et après le résultat de la requête correspondante. Donc, au niveau du code, c'est quelque chose qui est assez simple. Hein. Donc value change controller, en fait, c'est quelque chose qui référence notre input. Et value changes, c'est un observable sur lequel on peut souscrire pour récupérer l'événement. À chaque fois qu'il y a une touche qui est un caractère qui est entré, il y a un événement qui est généré sur l'observable. Donc Angular, il va nous donner des observables à certains endroits dans son support. Très bien. Donc, il y a un cas un peu tordu. Enfin, la prod, c'est des fois avoir des choses un peu bizarres qui se passent. On peut avoir une requête qui est un peu plus longue. C'est-à-dire que, imaginons que l'utilisateur va saisir un caractère. Donc, il exécute la requête. Il saisit un autre caractère. Et c'est la requête du deuxième caractère qui arrive avant la requête du premier caractère. Donc, forcément, à ce niveau-là, l'utilisateur dans son navigateur il a RE, mais il a le résultat de la requête qui est affiché en dessous, qui correspond à R uniquement. Donc ça, c'est un peu embêtant. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Hein. Si la première requête est plus longue que la deuxième. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est changer d'opérateur avec un opérateur switch map qui va en fait regarder les requêtes qui sont en cours dans le flux de traitement et qui va en fait annuler la requête précédente. Et ça va le faire automatiquement. Et ça, c'est possible en fait parce que les observables ils peuvent être annulés de manière native. Donc, en changeant uniquement l'opérateur, on va régler un cas et on voit bien dans le navigateur, on voit bien que les requêtes, elles ont été annulées, enfin, le résultat, il n'arrive pas. Donc, c'est quelque chose d'assez robuste. Donc, on peut aller un peu plus loin en se disant, si on a quelqu'un qui est un peu énervé, qui appuie comme un... ce
ce qui arrive hein, chez les utilisateurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'utilisateur il est tapé tout ren.js pour exécuter notre requête. Et donc en fait, au niveau des opérateurs, on peut utiliser un opérateur qui est assez pratique, qui est debounce_time, qui en fait bufferiser tous les événements, et s'il n'y a pas d'activité au bout de 500 millisecondes, eh ben, il va lancer le dernier événement qui est arrivé sur le truc. Donc dans ce cas-là, en fait, on va avoir seulement un seul événement, une seule requête qui va être exécutée, puisqu'en fait il est placé en amont de FlatMap, et à la fin on va uniquement avoir la requête qui est pertinente, qui va être exécutée, et donc on aura le résultat. Donc ça va alléger notre serveur, ainsi de suite. Et vous voyez que à ce niveau-là, on peut combiner ça de manière assez simple, hein, en chaînant nos appels, de point debounce_time, point FlatMap, et donc automatiquement on aura quelque chose de beaucoup plus robuste à ce niveau-là. Donc là, j'essaie de vous introduire un peu la programmation réactive, comment ça fonctionnait, comment on construisait les streams, et ainsi de suite. Donc là, ça paraît un peu être la cerise sur le gâteau, donc, très bien. Mais il y a des choses qu'on peut faire aussi avec la programmation réactive, qu'on peut faire aussi avec les promesses, c'est le flow d'exécution avec des traitements asynchrones. Donc vous connaissez tous promise.all, je pense, pour exécuter en parallèle deux requêtes, HTTP. On a la même chose hein, avec fork_join. Et si on veut faire des flows en série, c'est ce qu'on a vu, c'est FlatMap, switchmap. Et donc là, si on a un fork_join avec nos deux éléments, on récupérera un tableau avec nos deux résultats à un moment quand les deux requêtes auront été exécutées. Alors il y a des choses dans Angular 2 qu'on ne peut pas faire sans la programmation réactive. C'est des choses quand même qui sont assez importantes hein, quand on a une application qu'on veut faire tourner en prod. C'est par exemple tout ce qui est timeout de requête et retry. Et donc dans Angular 1 en fait c'était supporté au niveau d'objets de la HTTP. C'est-à-dire qu'on pouvait dire moi je spécifie un timeout de je sais pas 500 millisecondes ou une seconde. Et là dans Angular 2 on n'a plus du tout cette propriété là. Donc on se dit qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est encore supporté ou pas? Et donc en fait il considère que c'est pas Angular qui va gérer ça, mais c'est la programmation réactive, en mixant des flux de traitement. Donc il y a des opérateurs pour faire ce genre de choses, donc il y a retry et timeout. Et donc en fait, quand on va construire notre requête, directement, enfin entre le get et map, on va intercaler un opérateur qui va dire si la requête échoue, en gros s'il y a un 400 ou un 500 qui est remonté, on va essayer 4 fois de suite. Et si au bout de 4 fois de suite ça ne marche pas, on annule complètement la requête. Alors ça c'est un peu violent, c'est-à-dire qu'on reçoit, on réessaye direct, on reçoit, on réessaye direct. Donc du coup, c'est peut-être pas au bout de quelques millisecondes que le serveur va marcher. Donc on aimerait bien quelque chose d'un peu plus évolué. Donc on peut en fait mixer encore plus les flux pour dire, ok, le retry c'est peut-être un peu, c'est pas assez robuste. Donc nous on va utiliser plutôt retry when, c'est-à-dire qu'en fait on va rajouter un autre stream là-dedans. On va dire, moi je veux réessayer, mais au bout d'un délai de 500 millisecondes par exemple. Ou là, peut-être que le serveur, il aura redémarré, ou enfin, je sais pas, il sera peut-être à même de répondre à notre requête. Donc dans ce cas-là, on voit donc, le premier essai, ça ne marche pas. Donc dans ce cas-là, le flux delay, il est activé. Quand il retourne l'événement, comme quoi le delay a fini, le retry va se exécuter, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça passe. Et ce que j'ai fait en même temps, c'est que j'ai mis un timeout après, en disant si à ce niveau-là, le timeout il a perçu un événement au bout de 2 secondes, il annule complètement. J'essaye avec des délais de 500 millisecondes, et si vraiment il n'y a aucune possibilité que ça fonctionne, j'annule complètement la requête. Et donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire si on n'utilise pas la programmation réactive dans Angular 2. Donc la programmation réactive, c'est vraiment important dans Angular 2, ça fait partie en fait de la manière dont est structuré le framework. Donc il y a d'autres méthodes qui sont assez utiles, hein, par exemple intervalle, ça va faire un set intervalle à partir d'un observable. Off c'est l'équivalent de la promise.resolve. Donc on a d'autres opérateurs qui sont intéressants. On a catch pour traiter les erreurs, mais pas à la fin de la souscription. On a scan pour concaténer les événements. Expand c'est pour des traitements récursifs, par exemple si on reçoit une liste et puis qu'on veut exécuter des choses. Voilà. Ça permet de traiter le récursif jusqu'à ce que les conditions soient plus bonnes. On a le zip aussi, c'est l'équivalent du fork_join, si on veut attendre par exemple qu'il y ait 2 événements, et on clique sur un bouton et on clique sur un autre, ça va s'activer uniquement quand tout sera déclenché, quand on a reçu les événements. Donc vous voyez, on peut vraiment faire des choses vraiment avancées et
comme en fait Angular va nous fournir les observables à certains endroits de ces supports, les formulaires ou d'autres choses, on va pouvoir vraiment tout connecter entre eux de manière assez robuste et puis on va pouvoir faire des traitements vraiment avancés à ce niveau-là. Donc pour finir la programmation réactive, un dernier petit point sur le pipe A5. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas besoin de souscrire à l'observable, de faire le subscribe. En fait, A5 va le faire pour nous directement. Il va savoir gérer en fait l'observable au niveau de la boucle de manière transparente. Et ce qui est intéressant, c'est que si on ne faisait pas ça, il faudrait qu'on qu'on libère bien les ressources en annulant la souscription, ainsi de suite, quand le composant est détruit, alors que lui, il va le faire de manière complètement transparente et en une ligne de code. Donc c'est vraiment des choses qui sont intéressantes. Et donc, nous on a vu avec HTTP, hein, mais les observables, c'est vraiment orienté événement. Donc si par exemple on utilise des WebSockets, ce genre de choses, là en fait on va recevoir les événements directement. Donc si on veut afficher le dernier événement, très bien. Si on veut concaténer les événements, on peut utiliser l'opérateur scan, qui va concaténer les événements, et on va voir la liste qui va ajouter un élément à chaque fois qu'on reçoit quelque chose, genre un chat ou ce genre de choses. Et c'est des choses qui vont être vraiment très simples à faire. Donc moi j'aime bien la programmation réactive, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qui va vraiment aider au niveau de la structuration et l'implémentation des applications Angular 2. Donc le dernier sujet que je vais aborder, c'est le packaging. Donc le packaging, c'est mettre en boîte pour mettre à disposition. Donc les problématiques, c'est ce qui avait été un peu décrit la dernière fois, le mois dernier. C'est vraiment réduction du temps de chargement, le nombre de fichiers qu'on va télécharger, la taille des fichiers, pour que ça soit vraiment rapide, que l'expérience utilisateur soit vraiment pas mal. Au niveau de la performance, il y a des choses à faire aussi, parce qu'il y a des phases de compilation. Alors, est-ce que la phase de compilation elle va se faire dans Angular 2 au runtime ou en amont? Comment on va récompiler les templates? Donc il y a des choses à faire à ce niveau-là pour avoir quelque chose vraiment qui va être vraiment performant. Donc en fait, si vous utilisez par exemple AngularKey et puis que vous générez une application, là c'était pour vous montrer, donc j'ai fait quelques commandes. Donc en gros il y a 990 sous-répertoires qui correspondent à des modules. Et j'ai regardé un peu la taille, 650 mégas, donc on part de loin pour arriver à quelques kilos de chargement dans le navigateur. Donc il y a des techniques, donc il y a des choses qui sont classiques, pas forcément spécifiques à Angular, tout ce qui est minification, suppression de caractères, commentaires, ainsi de suite. Les source maps aussi, il faut vraiment les désactiver quand on est en prod, parce que ça va permettre d'économiser des fichiers, de ne pas télécharger certains fichiers. Donc il y a le tree checking, Nicolas en parlait aussi le mois dernier. Et la dernière chose, la dernière nouveauté qui a été introduite un peu avant la sortie de la version finale d'Angular, c'est l'AOT. Donc en gros, en français, c'est la précompilation des templates. Donc le tree checking, c'est quelque chose qui va permettre, c'est quelque chose en fait qui est lié avec ECMAScript 6. Quand on installe un module, on ne va pas forcément utiliser toutes les parties du module. On va faire des imports sur uniquement ce qu'on veut utiliser. Donc c'est un peu dommage, quand on package, d'avoir toute la librairie qui est mise dans le bundle. Nous, on aimerait bien avoir que la partie qu'on utilise. Donc le tree checking, c'est ce que ça va permettre de faire. Donc c'est vraiment en amont, c'est-à-dire que comme on a les imports, les exports, on va pouvoir en fait cartographier ce dont on a besoin, on va pouvoir inclure uniquement ce dont on a besoin. Donc c'est vraiment différent de l'élimination du code mort, qui lui est plus à la fin. On a notre appli, et on essaie de se débrouiller comme on peut pour enlever ce qu'on n'a pas besoin. Et comme on a déjà transpilé en ECMAScript 5, on a moins de facilité à le faire. Donc le head of time, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir diminuer par 2 à peu près la taille du bundle résultant à la fin. Parce que par défaut, en fait, Angular 2, il va utiliser une compilation just in time. C'est-à-dire qu'en fait, quand il va charger les composants dans le navigateur, il va les compiler et après, il va les exécuter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il y a tout ce traitement d'exécution qui est fait quand on exécute l'application. On
perd un peu de temps. Et l'autre point, c'est que on a tout le compilateur qui est chargé dans le navigateur. Et Angular 2, c'est quand même un gros compilateur. La plus grosse partie du code, c'est le compilateur. Donc on aimerait bien le laisser en dehors du navigateur. Donc l'AOT, c'est ce qu'il va faire. Hein. Il va pré-compiler ce code. Donc la compilation, elle va être faite lors du build, quand on va faire le transpiling. Et le compilateur, du coup, il ne sera plus du tout dans le bundle résultant. Donc finalement, on va gagner beaucoup en taille de bundle. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc il y a des petites implications, hein, quand on va bootstrapper l'application, il ne faudra pas utiliser bootstrap module, mais une autre fonction qui va se baser sur le code qui va être généré. Mais ce qui est pas mal, c'est que dans Angular CLI, c'est quelque chose qui va être supporté nativement et ça va être fait de manière complètement transparente. Donc on n'aura rien à faire du coup, on aura juste un paramètre à mettre quand on fait le build de l'application et automatiquement il va switcher dans ce mode-là de manière vraiment automatique. Donc si vous êtes intéressé par ces problématiques, il y a quelqu'un dans la communauté Angular qui bloque beaucoup là-dessus, c'est Nico, je ne vais pas le prononcer, Gecheb, et il a fait un article qui décrit vraiment tout en détail les étapes, donc tout ce que fait Angular CLI de manière sous-jacente, les outils qu'il a utilisés, avec les poids et ainsi de suite, et il a mis un graphique par rapport à ces différentes tailles, donc on voit qu'on est presque un méga 5 avec le bundle seulement. Quand on fait bundle et modification, on descend en dessous de 600. Et après, quand on applique pre-checking et ce genre de choses, on diminue encore. Et vous voyez qu'avec l'AOT, on arrive à diviser par 2 la taille du bundle. Donc c'est quand même quelque chose à ne pas vraiment utiliser. Moi j'ai fait aussi des tests avec Angular CLI. Donc à partir de la dernière version, la bêta 18, c'est supporté en natif. Dans la 17, c'était pas encore trop sec. C'est des boucles infinies, des choses comme ça. Et là ça marche plutôt pas mal. C'est juste en ligne de commande, hein, quand on veut construire notre application. Donc ngbuild, donc 2 MB4 pour une application vraiment simple. Avec prod, donc prod c'est modification, on arrive à 810. Et puis avec l'AOT, vous voyez, on est à 450. Et si on compresse les bundles, on arrive à 100 kg. Donc c'est des choses qui sont quand même acceptables dans un navigateur. Et en plus, si on veut faire du mobile, par rapport à tout ce qu'on avait au début, c'est inespéré. Donc voilà pour la présentation. Donc je ne sais pas si vous avez des questions maintenant avant qu'on fasse live coding. On fera après. D'accord. Donc on va passer sur live coding.